Hello and a warm welcome from the pop-up studio of the German Ministry for Food and Agriculture here in Berlin. It's wonderful, ladies and gentlemen. Ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, je suis très heureuse que vous soyez parmi nous, mesdames et messieurs, devant vos écrans. Et vous allez également participer au débat des 3 prochains jours concernant ce sujet très important, à savoir alimentation scolaire de bonne santé et durable. Vous savez certainement que la conférence politique contre la faim, donc cette série de conférences, a déjà une longue histoire. Depuis 2003, ces conférences sont organisées par le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture. Et cette année, nous avons choisi un sujet très important, à savoir la question comment alimenter nos enfants partout dans le monde. Voilà, ça, c'est la question de fond que nous allons débattre ces prochains jours. Donc, une bonne année pour mettre le focus sur ce sujet, car nous aurons également le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires au mois de septembre. Mais la série des conférences politiques contre la faim existe déjà depuis plusieurs années, comme je viens de le dire. Donc, nous souhaitons mettre au centre de l'attention les sujets de la faim, de la malnutrition concernant donc le sujet global de la sécurité alimentaire. Le sujet de la conférence de cette année est d'une importance cruciale car nous nous penchons sur un sujet qui n'a pas toujours été au centre de notre attention, à savoir une alimentation saine et durable dans les écoles. Nous connaissons les problèmes de la malnutrition, de la sous-nutrition qui est expressément grave pour les enfants et les femmes. Donc, c'est une question sur laquelle nous devons nous pencher, surtout en temps de virus de notre pandémie due à la COVID-19. C'est un sujet très urgent, vous le savez tous. Et pendant les 3 jours à venir, nous allons attirer l'attention sur exactement ce problème et débattre de ce problème. C'est-à-dire, nous allons nous pencher sur différents sujets. Nous allons parler de points tels que comment atteindre les jeunes enfants dans les écoles, comment améliorer leur alimentation dans les écoles, quelle est l'approche globale que nous devons choisir concernant l'alimentation, l'approvisionnement en eau, globalité, durabilité. Ce sont donc des sujets sur lesquels nous voulons parler avec vous ces prochains jours. Le coronavirus, restauration de la situation économique après la crise, ceci définit que nous devons regarder, pencher notre vue sur ce que nous devons faire, ce qui ne fonctionne pas et qui doit participer, quels sont les acteurs nécessaires à aboutir à une solution satisfaisante. C'est la raison pour laquelle nous nous concernons sur les standards, sur les normes de politique, sur la formation, l'éducation et sur différents acteurs qui supportent ce système très important. Nous serons joints par un grand nombre de personnages de grande importance sur les podiums et nous aurons également une partie du travail qui sera fait dans les groupes de travail cet après-midi et également demain. Mesdames et messieurs, c'est le 16e mois de la crise. Nous avons eu bon nombre de conférences en ligne, mais j'aimerais vous dire une fois de plus, c'est très facile. Vous devez, en dessous de votre stream, choisir la langue que vous voulez entendre. Donc, vous pouvez entendre ou écouter dans la langue que vous voulez choisir. Vous pouvez également être actif. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez participer au chat. Donc, vous voyez la fonction chat à droite, mais si vous voulez poser des questions, je vous demanderai de les poser en anglais pour que nous puissions en tenir compte. Et nous souhaitons bien sûr avoir un grand nombre de questions. Bon, j'ai déjà longuement parlé
Donc la réunion, la session d'inauguration a commencé et l'hôte du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, la ministre Madame Klockner, va nous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à notre conférence sur la politique contre la faim, organisée depuis maintenant 20 ans. L'accent est toujours mis sur une question, le droit à une alimentation adéquate. Avec notre série de conférences, nous voulons attirer l'attention sur les problèmes de la faim, de la malnutrition dans le cadre du débat international sur la sécurité alimentaire. Et ce faisant, nous nous concentrons sur différents domaines. Cette année, nous nous concentrons sur l'alimentation scolaire. Pourquoi ce sujet? Parce que nous voulions placer les enfants au centre du débat, parce que les écoles maternelles et les écoles tout court sont les lieux où la plupart des enfants peuvent être atteints dans nos nombreux pays. Les écoles sont donc les points de départ centraux afin d'améliorer durablement la situation nutritionnelle des enfants d'âge préscolaire et scolaire et pour réduire la faim et la malnutrition. Parce qu'il y a clairement un besoin d'action ici. Nous avons d'un côté des pays comme l'Allemagne, où les problèmes sont l'obésité et la suralimentation en particulier. Nous disposons dans ce cadre d'un plan national allemand en la matière depuis 2008, en forme, c'est le titre, l'initiative de l'Allemagne pour une alimentation saine et plus d'exercice. Il traite également les écoles maternelles et les restaurations scolaires. Outre les efforts favorables à la santé, l'accent est également mis sur les effets environnementaux et climatiques. Après tout, une alimentation saine et un mode de vie durable sont étroitement liés. Nous avons des problèmes massifs dans de grandes parties du monde entier. Environ 74 millions d'enfants dans le monde souffrent de la faim. Plus de 144 millions d'enfants ont un retard de croissance. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent de malnutrition chronique. Et 47 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, ce qui affecte leur développement global. La pandémie a exacerbé ces problèmes dans de nombreuses régions du monde, d'autant plus que le repas à l'école est souvent le seul repas de la journée pour de nombreux enfants. La pandémie a laissé quelques 370 millions d'enfants sans accès au repas scolaire. Mais ces chiffres montrent clairement, si nous prenons au sérieux le droit à une alimentation adéquate, surtout en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne notre avenir, alors nous devons aussi défendre une chose ensemble au niveau international, c'est-à-dire nous devons défendre une alimentation scolaire régulière. C'est donc une bonne chose que le Programme alimentaire mondial des Nations unies ait travaillé ces derniers mois à la création d'une coalition en faveur de l'alimentation globale. Pour cela, j'aimerais donc sincèrement remercier le directeur exécutif David Beasley. Cette coalition est étroitement liée au sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires qui aura lieu en septembre. Parce qu'au fond, elle vise 3 points important. Premièrement, la reprise des programmes d'alimentation scolaire qui ont été interrompus ou réduits par la pandémie. Deuxièmement, l'accroissement de la portée des programmes d'alimentation scolaire, en particulier dans les pays à faible revenu. Et troisièmement, à une alimentation générale de qualité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde entier. Ce sont 3 points, 3 éléments qui devraient surtout permettre à plusieurs millions d'enfants d'avoir à nouveau accès aux repas scolaires. Ce sont des préoccupations centrales que nous poursuivons et également en 2019. Nous avons donc annoncé notre intention de mettre en place un réseau d'action global pour promouvoir une alimentation scolaire saine et durable en faveur des experts des gouvernements nationaux. Nous sommes très heureux de pouvoir maintenant intégrer cette initiative dans la nouvelle coalition pour l'alimentation scolaire. De cette manière, nous voulons construire un réseau de pays, établir un échange d'expériences, car après tous les objectifs mentionnés peuvent être atteints au mieux si nous regroupons nos activités au niveau international. La Coalition pour l'alimentation scolaire est un instrument particulièrement adapté à cette fin. En effet, elle fera intervenir des acteurs des organisations internationales, des gouvernements nationaux, de la recherche et de la société civile. Mesdames et messieurs, je suis très fière que nous, l'Allemagne, soyons impliqués dans cette initiative. J'étais particulièrement heureuse d'être invitée à devenir membre du comité directeur de haut niveau, au High Level Steering Committee. J'accepte très volontiers cette invitation et je me réjouis déjà de travailler avec vous. Avec notre conférence, nous souhaitons contribuer activement à la décennie des Nations unies contre la faim, car nous voulons faire en sorte que davantage d'enfants reçoivent un repas à l'école. Et nous voulons améliorer la qualité de la nourriture. Je serais donc très heureuse si nous pouvions profiter de cette conférence pour faire un pas de plus dans cette direction. Également dans la perspective du sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires.
qui tiendra également compte des résultats de notre conférence des 3 jours suivants. Pour cela, je souhaite à la conférence des discussions fructueuses dans les prochains jours. Merci, beaucoup de succès et meilleurs vœux. Merci, Madame Klöckner. The globe is not just the ambition and the work done by the Ministry for Food and Donc, nous allons soutenir les pays partenaires dans le monde entier. C'est l'objectif du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et il y a un autre ministère qui s'intéresse aussi à cette thématique. C'est le ministère chargé de la coopération économique et du développement, Monsieur le ministre Müller, qui lutte pour un monde faim zéro. Il est avec nous aujourd'hui, Monsieur le ministre, le docteur Gerd Müller. Madame la ministre fédérale, chère Julia Klöckner, la politique contre la faim dans le monde entier, c'est quelque chose qui nous lie personnellement. Merci à tous les invités qui participent à la manifestation d'aujourd'hui et qui ainsi souligne l'importance de cette thématique, car il s'agit d'un objectif très important du développement durable des Nations Unies, de créer un monde faim zéro, un monde où la pauvreté est réduite, et cela concerne tout particulièrement les enfants. Si donc les écoles sont fermées, les enfants perdent le seul repas de la journée. C'est actuellement le cas en temps de pandémie et cela signifie que des millions d'enfants souffrent de la faim. 400 millions d'enfants sont privés de leur repas scolaire régulier en raison de la pandémie. Le confinement a eu pour résultat en Afrique, en Inde, au Venezuela et dans d'autres pays du monde la fermeture des écoles, et cela signifie rien à manger. Dès avant la crise du coronavirus, 800 millions de personnes souffraient de la faim. Et lorsque je parle de personnes, il faut savoir que 2/3 d'entre elles, ce sont des enfants. Des enfants qui se couchent chaque soir sans que leurs parents sachent de quoi les nourrir le lendemain. La faim, c'est un obstacle à l'éducation, car les enfants doivent travailler pour nourrir leur famille. Ainsi, la faim et la pauvreté sont transmises de génération en génération. Sans éducation, pourtant, il n'y a pas d'issue de la pauvreté. L'alimentation scolaire, c'est donc plus qu'un simple repas par jour, et c'est vrai surtout dans les régions de conflit où l'on trouve 75% des enfants chroniquement sous-alimentés. C'est la raison pour laquelle mon ministère favorise une saine alimentation scolaire dans les pays en développement par de nombreux projets. Nous sommes un des plus importants partenaires du programme alimentaire mondial qui a reçu, à juste titre, le prix Nobel de la paix en 2020. L'on n'estime pas suffisamment ce que fait cette organisation dans le monde entier pour lutter contre la faim. La lutte contre la faim, c'est une politique de la paix. Notre ministère du Développement, a déjà atteint 1200 établissements scolaires depuis 2019 grâce à notre coopération. Mais il faut que ça soit plus. La pandémie du Covid-19 nous montre aussi qu'il nous faut un changement de paradigme. Les systèmes alimentaires dans le monde entier doivent être organisés de manière plus durable et plus juste. Et cela concerne également la question de savoir quelle quantité des produits alimentaires arrivent finalement dans nos assiettes. Dans les pays en développement, parfois, les pertes alimentaires vont jusqu'à 40%. Alors, il faut agir au niveau de l'agriculture, au niveau de la consommation et en faisant nos courses. C'est possible d'éradiquer la faim d'ici à 2030. C'est à nous d'en avoir la volonté. Nous savons comment faire, mais ce savoir-faire ne suffit pas. Il faut également avoir la volonté d'agir. Au mois de septembre, les Nations Unies organiseront un sommet sur les systèmes alimentaires pour enclencher cette transformation et l'alimentation scolaire sera une thématique supplémentaire dans le cadre de ce sommet. Un monde sans zéro faim est possible. Au ministère chargé du développement, nous avons interrogé les experts et les scientifiques de tous les horizons. Qu'est-ce qu'il nous faut?
Il nous faut la volonté politique de mettre cette thématique tout en haut de l'agenda politique international. Et il nous faut un fort engagement. Avec 40 milliards de dollars américains annuellement, d'ici à 2030, l'on pourrait donc investir dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans l'alimentation, afin de créer un monde fin zéro. N'est-ce pas une belle idée? Mais pour cela, il faut agir. Tout le monde doit agir. Les États, les organisations, les opérateurs économiques, les scientifiques, la société civile, car il s'agit là de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Merci au ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, à ma collègue Julia Klöckner. Partons ensemble pour emprunter ce chemin. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à nouveau. Ainsi, nous avons eu les discours d'inauguration de deux ministres qui ont ainsi jeté les bases à notre discussion. Dans les 75 minutes qui vont suivre, nous allons donc discuter des deux sujets qui ont déjà été évoqués. Il ne s'agit pas seulement des produits alimentaires, des simples questions de l'alimentation, mais de la nutrition en général. Et cette idée, on la retrouve dans le titre de cette conférence. Il ne s'agit pas seulement de se focaliser sur un seul sujet, mais on parle de l'ensemble de l'alimentation, de l'eau, des installations sanitaires, et les experts de tous les horizons sont venus nous joindre. Nous sommes maintenant en présence de l'oratrice qui fera la keynote, qui vient du Collège impérial de Londres et qui parlera donc de son analyse personnelle. Je vais vous la présenter. Madame la professeure Leslie Drake, vous avez déjà analysé différents modes pour maintenir les repas scolaires. Vous avez discuté avec différents partenaires dans le monde entier. Ce sont des personnes qui mettent en œuvre ces systèmes d'alimentation scolaire. Vous avez beaucoup de chapeaux. Je pourrais donc citer tous vos titres, toutes vos positions que vous avez eues. Par exemple, vous êtes directrice exécutrice du Partnership for Child Development, vous êtes chef adjointe de la Réunion pour les enfants, vous êtes également à l'Institut londonien sur la recherche des maladies, mais votre sujet principal, c'est d'améliorer la situation des enfants dans les pays à bas revenus. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour ces mots d'introduction très aimables. Donc, j'ai 10 minutes. Donc, mon message clé est le suivant. Vu le COVID-19, vu la pandémie, il est très clair que l'école est une plateforme très importante. Il ne s'agit pas seulement d'alimenter les enfants, il s'agit de rendre un service général. Il s'agit de coopérer avec nos partenaires. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui sont responsables de la restauration scolaire, les entreprises, les professeurs, hommes et femmes, les agriculteurs et les agricultrices, tout au long de la chaîne de livraison qui apparemment s'est échouée pendant la crise du coronavirus. Nous essayons d'assurer cette restauration scolaire, mais il a été clair que nous n'avons pas été à la hauteur de nos efforts. Donc mon message est le suivant. L'école est la plateforme sur laquelle nous devons nous pencher. Nous pouvons informer sur une bonne alimentation, une alimentation saine, sur des aspects de santé, etc. Donc, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons tout faire pour aboutir à cet objectif. Et vu le sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies, il est très clair que les écoles continueront à jouer ce rôle de plateforme très important. Hier, la coalition globale sur l'alimentation scolaire a débattu également de ce sujet. Nous avons
publié un manifeste. Plusieurs chefs de cuisine ont participé à l'élaboration de ce papier et l'organisation pour laquelle je travaille, PCD, a également participé à l'élaboration de ce document, de ce manifeste important. Et j'espère que nous pourrions tous participer, coopérer à ce projet et que nous pourrions gagner d'autres experts encore en alimentation qui soutiendront ce travail très important. Donc, oui, 10 minutes, c'est là mon transparent le plus important. École. École en tant que plateforme. Que pouvons-nous faire avec ces écoles? Comment pouvons-nous profiter des écoles? Les écoles existeront toujours. Si on regarde ce transparent, on voit 4 piliers. Les mesures politiques, policies, de l'eau et de la des sanitaires de bonne santé et la santé dans les écoles et la santé générale. Vous voyez que ce sont des mesures politiques que nous pouvons améliorer. Nous pouvons assurer un approvisionnement sain en eau, par exemple, et mettre à disposition également les services nécessaires. Par exemple, à la droite, on voit comment un père amène son enfant à l'école. Il ne s'agit pas seulement de lui offrir à l'enfant une éducation, mais également de l'informer sur des services de santé. Et à la droite, nous voyons qu'on cultive des produits alimentaires. Donc, nous voulons apprendre aux enfants comment fonctionne le système alimentaire. Nous essayons de coopérer avec les agricultrices et les agriculteurs sur place. Et bien sûr également avec les familles. Nous voulons leur offrir une structure. Nous voulons assurer que les familles puissent être approvisionnées en produits alimentaires tout au long de la semaine, du lundi au vendredi. Mais nous ne voulons pas, par contre, que les produits alimentaires soient fournis par des externes. Il s'agit également de renforcer la communauté sur place. Il faut intégrer les personnes qui vivent sur place. Ce sont eux qui doivent mettre à disposition les produits alimentaires qui seront offerts dans les écoles, par exemple, où les enfants se trouveront dans une atmosphère d'apprentissage. Et ce transparent nous montre que si nous rassemblons toutes ces différentes pièces du puzzle, nous serons en mesure de faire des progrès. Nous sommes en mesure d'offrir tous ces services parallèles dans les écoles. Et j'ai vraiment compris une fois pour toutes, surtout pendant la pandémie, une chose très importante. Dès que les écoles ferment, eh bien, ça nous prive de cette plateforme. C'est-à-dire, nous devons essayer de trouver des possibilités pour laisser ouvert pour ces plateformes, pour assurer leur fonctionnement régulier et pour pouvoir continuer à mettre à disposition ces services sanitaires. Non, il ne s'agit pas seulement des écoles, il s'agit de l'entourage, des familles, des parents et des conditions cadres qui doivent être assurées pour que on puisse en profiter de manière durable. Deuxième transparence, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous dire ce que nous avons fait. Nous avons créé un menu, un plan de menu. C'est un instrument que nous avons mis en place avec la Banque mondiale et avec le PAM. Il s'agit donc d'identifier quels sont les nutriments dont on a besoin dans un repas quotidien pour les enfants. Il ne s'agit pas seulement
d'offrir certains aliments aux enfants. Il ne s'agit pas seulement de certains nutriments. Non, nous voulons profiter des nutriments qui existent sur place pour préparer ces repas. Je suis sûre que Daniel en parlera en détail plus tard dans cette conférence. Donc, nous avons fait une étude randomisée de contrôle au Ghana. Les résultats sont les suivants. Dès qu'il existait des programmes d'alimentation scolaire, eh bien, le taux d'alphabétisation était plus élevé, surtout pour les filles. Il s'agit donc pas seulement de l'accès aux denrées alimentaires, qui bien sûr a augmenté. Non, il s'agit également d'un rendement pédagogique renforcé. Je suis sûre que Daniel en parlera plus tard. Au Nigeria, par exemple, 10 millions d'enfants par jour sont atteints grâce au gouvernement. Donc, on leur offre un repas chaud à midi. Donc, des repas qui sont préparés sur place, c'est-à-dire nous coopérons avec les petits agriculteurs sur place à l'aide de notre plan de menu que vous voyez ici sur le transparent. Donc, il nous faut un certain nombre de kilogrammes de cet aliment et des autres. Ensuite, nous signons un contrat pour assurer que les enfants reçoivent exactement ces repas. Donc, 10 millions d'enfants sont approvisionnés et reçoivent donc un repas à midi nutritionnel. Donc, les résultats de notre recherche que nous avons retenus au Ghana et également de notre programme du Nigeria, eh bien, nous les avons rassemblés, ces résultats. Et nous avons constaté que l'école est vraiment le facteur clé dans tout cela, non seulement pour éduquer les enfants, mais également pour assurer que l'on se base sur les marchés locaux, pour assurer que les enfants reçoivent un repas nutritionnel et riche en nutriments. Voilà, et une autre chose est très importante. Vu le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, la communauté globale de recherche et ce document, ce manifeste des cuisiniers, eh bien, tous ces acteurs font partie d'une voie, d'une voie globale. La voie doit dire, voilà, nos exemples, c'est comme cela que nous pouvons atteindre des résultats. Il ne s'agit pas seulement de l'Afrique subsaharienne. Ça concerne également des enfants, des écoles en Écosse, en Grande-Bretagne, au Thaïlande. Comment pouvons-nous, en tant que communauté, rassembler tous ces résultats pour assurer d'être en mesure de proposer une solution cohérente? Voilà ce que j'avais à dire. Merci. J'étais encore en train de vous écouter, mais Leslie, vous avez terminé? C'était ce que vous nous aviez à dire? Oui, voilà. Je pense que j'étais à la fin. Merci. Donc, nous pouvons commencer la discussion et nous allons parler de deux aspects. Vous avez déjà annoncé un de nos panélistes que je vous présenterai tout à l'heure plus en détail pour faire des contributions. Mais pour revenir donc au manifeste des cuisiniers dont vous avez parlé, je le connais de par un autre contexte. C'est une initiative qui a été lancée par des cuisiniers de renom et c'est une initiative qui interpelle les gens à différents niveaux. Oui, effectivement, il faut payer 300 € pour un repas et c'est un repas qui est très riche en nutriments avec très peu de viande. Lorsqu'on parle des repas scolaires, la discussion est différente.
Là, il faut savoir comment avoir davantage recours aux produits locaux. Vous aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la valeur nutritionnelle, ce qui me permet de faire la transition avec les 3 panélistes qui sont avec nous, qui se sont déjà connectés. Et je remercie 2 d'entre eux qui se sont levés très, très tôt ce matin. Je vous les présente. C'est Robert Jenkins, qui est basé à New York. Donc, il fait très, très tôt chez lui aux États-Unis. Il est le directeur adjoint d'UNICEF à New York, puis du Brésil, Karine Silva dos... Pardon? Donc, un panéliste brésilien qui représente le programme national d'alimentation scolaire et M. Daniel Moumouni, qui vient du Catholic Relief Service du Ghana, où l'on met en œuvre également de tels programmes. Et M. Moumouni nous parlera de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché dans son pays. Rob, je vais commencer par vous. Nous savons que l'UNICEF est une agence des Nations Unies qui s'engage avant tout pour les enfants, et ceci depuis des décennies. L'idée d'une alimentation scolaire nutritive, elle n'est pas nouvelle pour vous, mais en 2020, vous avez mis en place une nouvelle stratégie. Une stratégie adaptée avec des modifications. Il serait donc bien de partager avec nous les détails de cette stratégie, ce qui a été modifié, où vous en êtes et comment cela fonctionne sur le plan pratique. Merci. Je suis très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, les écoles sont fermées et ceci pour presque toute une année scolaire à l'école. Donc, les enfants n'ont pas d'accès aux repas scolaires. Ce sont donc des millions d'enfants que l'on n'atteint plus. L'UNICEF soutient les systèmes éducatifs dans le monde entier pour atteindre les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école actuellement parce que les écoles sont fermées. Mais un tiers d'entre eux, nous n'avons pas pu les joindre, les atteindre. Bien sûr, il y a possibilité de l'enseignement à distance, la télévision ou les solutions sont techniques, mais qui permettent aux professeurs de leur faire parvenir la documentation et le matériel pédagogique. Donc, tous ces secteurs, tous ces services sont concernés. La pandémie a donc eu pour résultat que des besoins de base ne pouvaient pas être satisfaits. La nutrition, les services sanitaires, tous ces domaines en ont souffert. Et les fermetures d'écoles ont concerné 1,6 milliard d'enfants scolaires. C'est pratiquement 90% des écoliers du monde entier. Il faut toujours savoir qu'il y a un lien entre l'apprentissage, entre l'éducation et l'alimentation. C'est un investissement dans l'avenir de ces enfants et dans l'avenir de leur pays. Une bonne nutrition est bon pour le cerveau, est bon pour l'apprentissage, est bon pour la productivité intellectuelle. C'est donc important pour une société plus durable et plus prospère. Dans le domaine éducatif, l'on reconnaît donc que c'est très important de mettre chaque enfant dans la situation d'être capable d'apprendre. C'est très important, c'est essentiel pour l'épanouissement de ces enfants. Et il y a beaucoup d'inégalités qui se sont aggravées pendant les 15-16 mois passés. Ces inégalités existaient déjà avant dans le domaine éducatif, mais se sont exacerbées. Les enfants sous-alimentés ont des difficultés d'apprendre. Donc, la sous-alimentation et la malnutrition chez les
jeunes, chez des enfants bas âge, c'est très, très important, très négatif. Cela a des conséquences tout au long de leur vie. Même pour les jeunes, les adolescents, cela a des conséquences très néfastes. Des conséquences économiques aussi. Il y a des estimations qui disent que les services de base, comme les repas scolaires et d'autres services, n'ont pas pu être prêtés. Et ces services ont diminué de 30% dans les pays à bas revenus, avec des effets surtout sur les enfants marginalisés. Alors tout d'abord, il faut travailler sur l'accès aux repas scolaires. Pour cela, nous avons des partenaires et il nous faut donc un large réseau sanitaire et éducatif pour les écoles. Il faut travailler sur différents services. Nous avons soutenu des programmes partout dans le monde. 144 millions d'enfants ont pu être atteints. Enfants sous-alimentés ou qui avaient des retards de croissance. Nous voulons également lutter contre la sous-alimentation aiguë et grave. Nous avons donc renforcé notre coopération en la matière. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer des derniers mois? Lorsqu'il y a des programmes d'alimentation scolaire, il est très important, en temps de crise, que les enfants et leurs parents, dans le monde entier, considèrent cette alimentation scolaire comme un élément d'un système plus large. Nous avons donc besoin d'un soutien holistique pour relever les défis particuliers de notre temps. Plus de 30 000 enfants ont pu être atteints grâce à ces mesures de soutien. Nous voulons élargir encore leur nombre. Il y a beaucoup d'études de cas par cas dont on peut discuter ici. Nous savons que les écoles jouent un rôle essentiel pour les services de base et nous essayons d'atteindre les enfants, surtout les groupes vulnérables et marginalisés. Nous apportons un soutien émotionnel et social. Merci de m'avoir invité et j'ai hâte de participer tout à l'heure à la discussion. Merci, Rob. Nous allons y revenir après avoir donné la parole à chacun des panélistes. Et après, nous allons avoir un débat vif, je l'espère. Je vous vois seulement en petit, mais si vous souhaitez participer, faites-moi signe. Faites-moi signe si vous souhaitez prendre la parole. Passons vers le Brésil. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de poser des questions à nos panélistes via le chat, le forum de discussion. Merci donc d'être avec nous. Bruno, il y a quelque chose de fascinant concernant le Brésil, c'est que vous avez un programme national d'alimentation scolaire qui touche 40 millions d'enfants. Nous savons que le Brésil est un très grand pays. Il s'agit donc de mettre à leur disposition une alimentation sûre et saine. Et j'ai été impressionnée par le fait que ce sont des programmes donc, qui ont été lancés par le ministère. Et vous avez dit que 30% des aliments qui sont utilisés viennent de la production locale. C'est une obligation qui me fascine beaucoup. Et je vais donc brièvement vous présenter Monsieur Bruno Costa. Vous mettez en place beaucoup d'engagement. Vous êtes notre interlocuteur pour le programme et vous connaissez tous les projets locaux. Comment avez-vous fait dans un pays comme le Brésil, qui est tellement grand? Oui, bonjour.
bonjour ou bonsoir, indépendamment, dépend de où vous vous trouvez actuellement partout dans ce monde. Je parlerai en portugais. J'espère que tout le monde pourra quand même suivre la discussion. Ce sera interprété. Normalement, ça devrait fonctionner. Sinon, faites-moi un signe si vous souhaitez que je parle en anglais. Mais ça fonctionne. Bravo. Donc, je continue en portugais. Le Brésil a en effet beaucoup de responsabilités en ce qui concerne la restauration scolaire entre le gouvernement fédéral, régional, mais également les communes. C'est donc une responsabilité partagée. Et le gouvernement fédéral a organisé ce programme pour 43 millions d'écoliers. Donc, ce sont tous les écoliers du système scolaire. 170 différentes écoles avec 43 millions d'écoliers dans plus de 5100 communes. C'est-à-dire, c'est un chiffre quand même énorme. Donc, ce sont des problèmes qui sont des problèmes durables. On en a déjà parlé. La production locale joue un rôle important, mais la loi de l'année 2009 qui a été créée, qui a été mise en œuvre au Brésil, a été établie sur 3 piliers. Premier pilier, la loi sur la durabilité. Ensuite, un budget particulier pour l'alimentation scolaire, ce qui signifie que ce budget a dû être créé, c'est-à-dire il fallait trouver les moyens et prendre d'autres domaines et ensuite décider quelle alimentation choisir. Et troisièmement, l'achat local, c'est-à-dire soutien des petits agriculteurs, ce qui signifie que la production est garantie, qu'on a une production saine, régulière, produite sur place, et qu'il n'y aura pas de chemin de transport de très long. Nous avons donc choisi ces 3 piliers qui assurent la durabilité de notre programme de l'alimentation scolaire. Eh bien, le fait que nous atteignions un grand nombre d'enfants dépend bien sûr des acteurs sociaux, un grand nombre d'acteurs. Il ne suffit pas bien sûr d'avoir une loi. Il faut avoir des acteurs locaux aux différents niveaux, régionaux, locaux, etc., qui comprennent comment on fait les achats, par exemple. C'est une question de gestion, de bonne gestion. C'est-à-dire, un grand pourcentage de ces ressources est employé pour acheter sur place. Ce pourcentage se modifie, bien sûr, car nous sommes un grand pays, mais nous avons donc ces 30% en moyenne. Et ensuite, bien sûr, nous avons des composantes régionales. Si nous avons donc d'autres producteurs, Quilombola, par exemple, ce sont donc les successeurs des esclaves noirs. Vous avez d'autres facteurs tels que la réforme foncière, donc des gens qui ont reçu des sols pour produire. Donc ce sont là des groupes vulnérables. Eh bien, ces groupes sont traités de manière prioritaire. Et afin que ceci fonctionne, le gestionnaire, le manager, doit coopérer étroitement avec le producteur, doit leur donner des aides techniques, des moyens financiers pour que la production se fasse de manière efficace, pour que le système fonctionne. Donc, nous avons une partie au début et une partie au milieu, mais nous n'avons pas encore de fin, car ce processus est un processus permanent, de l'échange entre les gérants, les responsables et les producteurs. Par exemple, nous avons réussi à faire que 300 personnes indigènes qui n'étaient pas vraiment des producteurs participent maintenant à ce programme de manière active.
Et surtout en temps de pandémie, ça a été très difficile, surtout pour les communautés indigènes. Ça a été une grande aide pour elles d'avoir cette aide financière. Donc, comme je le disais, c'est un travail permanent de sensibilisation, d'intégration des groupes, des communautés vulnérables pour ce qui est de ce système des repas scolaires. Ensuite, nous avons un autre domaine important, éducation et santé, c'est-à-dire l'alimentation scolaire est également liée à tous les aspects d'éducation nutritionnelle, d'éducation sanitaire. Ce sont donc des systèmes qui coopèrent étroitement. Personne travaille seul. Tous ces différents domaines dépendent les uns des autres. Ceci, un de nos objectifs est de changer les habitudes nutritionnelles et d'avoir cette coopération entre la ville, la région, le paysage, etc. Tout ceci a été très positif. Quando você implementa programa de alimentação escolar, você precisa ter em mente qual é o seu. Ensuite, la lutte contre la faim avait été déclarée terminée en 2014. Ça, à l'époque, c'était la priorité absolue. Mais nous n'avons plus ce grand problème de la faim. C'est la raison pour laquelle le programme alimentaire mondial sera recommencé, pour ainsi dire. C'est-à-dire le problème de la faim avait en premier temps été résolu. Et nous nous sommes ensuite penchés sur d'autres problèmes, peut-être plus urgents, tels que, par exemple, l'éducation nutritionnelle, mais également le développement local. Porque, mais uma vez, volta a ser utilizado como uma ferramenta de combate à fome no Brasil. Et maintenant, actuellement, nous devons de nouveau attirer l'attention sur la lutte contre la faim. Mais bon, les autres aspects, on ne les perdra pas de vue. Nous allons continuer à soutenir la production locale et miser nos efforts sur l'éducation nutritionnelle. 800 millions de dollars par an ont été déboursés pendant la pandémie également, malgré certaines difficultés dans les communes. Et ces ressources, ces moyens seront complétés par les moyens des régions, des différents États fédéraux et des différentes communes. C'est-à-dire, dans le cadre de la pandémie également, ces ressources, ces moyens financiers ont été étoffés pour tenir compte des besoins croissants. Si vous avez des questions, je suis bien sûr prête à vous répondre et merci encore de m'avoir invité à cette conférence. Merci, j'espère que tout le monde a trouvé le bon bouton pour pouvoir suivre la traduction. Merci de nous avoir fourni le cadre qu'un gouvernement peut prévoir. Merci d'avoir parlé comment cela se présente au Brésil. Ensuite, nous passons à Daniel Moumouni, qui a travaillé énormément sur place, a également travaillé avec Leslie il y a quelques années, et les deux se connaissent très bien déjà. Vous avez travaillé au Sierra Leone, où vous avez construit ou organisé un système de repas scolaires. Vous avez également formé des professeurs. Maintenant, vous vous trouvez au Ghana. Bruno parlait de l'aspect de la durabilité, donc je pensais que c'est un mot que vous connaissez très bien, bien sûr. Nous parlons de la façon d'agir, de l'organisation d'un système, c'est-à-dire il faut commencer à un certain point. Ensuite, on modifie le système existant et ensuite, il faut inclure d'autres personnes, non seulement dans les écoles, il faut intégrer les parents, la communauté locale, les agriculteurs, les agricultrices sur place, etc. Donc, c'est un grand travail de communication. Donc, quels sont les sujets les plus importants sur lesquels nous devrions nous pencher?
lorsque nous voulons nous éloigner du système alimentaire vers un système qui sera véritablement durable. Merci de m'accorder la parole. Ça me fait plaisir de retrouver toutes les personnes avec lesquelles je travaille depuis bien des années, comme Leslie. Et cette manifestation permet de souligner l'importance de notre thématique. Et il faut réfléchir sur la manière dont on veut gérer cette thématique, la thématique de l'alimentation des groupes vulnérables. Je travaille pour une institution qui s'appelle Catholic Relief Service, qui dispense des programmes d'alimentation scolaire dans différents pays pour atteindre 650 000 enfants dans différents pays et en situation de crise. Ceci, c'était vrai aussi pendant la pandémie du COVID-19. 500 000 personnes profitent donc de nos programmes. Et je voudrais revenir sur la fonction de plateforme des écoles qui a été évoquée par Leslie. Les écoles ne dispensent pas seulement des repas, mais il y a d'autres domaines, d'autres services qui sont importants. J'ai travaillé dans des pays où l'on essayait d'améliorer le système éducatif et l'éducation générale. Et l'alimentation scolaire, c'est plus que la mise à disposition d'un simple repas. C'est donc une opportunité et il faut faire en sorte que les enfants reviennent à l'école et restent à l'école. C'est un lieu d'apprentissage pour les enfants. Les enfants ne sont pas obligés de subvenir à leurs besoins, mais ont la possibilité d'apprendre. C'est l'objectif de ces programmes. Parfois, les systèmes ne fonctionnent pas bien. Alors, il faut analyser la situation et voir où l'on peut apporter un soutien. J'ai également participé à un projet onusien pendant plusieurs années. Au Nigeria, par exemple. Au Nigeria aussi, le gouvernement avait mis en place des actions pour garantir de réunir les différentes pièces du puzzle pour créer des systèmes véritablement durables. Donc, de profiter de ce soutien qui est apporté par les gouvernements et les communautés locales. Alors, il faut toujours regarder quelles sont les priorités que se sont fixées les gouvernements, ce qui marche et ce qui ne marche pas, quels sont les modèles spécifiques à un contexte donné. Il y a donc différents modèles d'alimentation scolaire, différentes chaînes d'approvisionnement. Donc, il faut toujours regarder le contexte pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il nous faut différents acteurs. D'un côté, les gouvernements qui s'engagent en faveur de la durabilité, mais les enfants, les parents, les enseignants, donc toutes les parties prenantes. Tout le monde doit être impliqué. Et c'est ainsi seulement que l'on peut créer un système qui fonctionne. À côté de cela, il faut des services supplémentaires. Donc, un programme d'alimentation scolaire, ce n'est pas seulement une question d'alimentation, mais il y a d'autres facteurs qui jouent. C'est également une opportunité pour repenser l'éducation nutritionnelle. Il y a des programmes dont j'ai eu connaissance où nous avons fourni une éducation nutritionnelle sur place. C'est vrai aussi, ça s'adresse aussi aux enseignants. Il faut que les professeurs, les enseignants soient certifiés pour dispenser un enseignement adéquat. Qu'en est-il des installations sanitaires? Comment garantir un environnement adéquat aux enfants, donc un environnement sanitaire adéquat?
l'hygiène en matière de menstruation, par exemple. Il faut que les écoles soient un endroit attractif pour les jeunes. Les enfants doivent aimer aller à l'école où l'on dispense en même temps l'enseignement. Il faut donc construire les salles de classe. Il faut des infrastructures. Et en situation de crise, il faut être capable de réagir. La crise du coronavirus est subitement venue et tout d'un coup, tout le monde parlait de l'enseignement virtuel en ligne. Mais il y a des pays où ce n'est pas possible. Nous avons fourni de ressources pour travailler par radiotransmission, par exemple. Donc, avant de terminer, je voudrais citer 5 éléments qui sont toujours importants partout si l'on veut avoir des programmes durables. Donc, les financements sont importants. D'où viennent les ressources et de quelle manière ces ressources sont-elles réparties? Ce n'est pas simple, même si les ressources sont disponibles, comment les faire arriver de manière intelligente? Bruno en a parlé également. Et puis, il faut donc des conditions cadres juridiques adéquates pour garantir la durabilité des programmes. Et les conditions cadres politiques doivent également être adéquates pour permettre une meilleure coopération entre les ministères. Quels sont donc les modèles que nous voulons adopter? Qui est l'organisme de mise en œuvre de ces programmes au niveau national? Et nous avons besoin également des communautés locales pour impliquer tout le monde. Si l'on veut produire, l'on a besoin de la contribution des communautés locales. C'est le cas au Guatemala. 250 000 $ sont mis à disposition annuellement par la communauté. Merci beaucoup. Vous avez parlé avec beaucoup de passion. Si on vous accorde 3 minutes, je crois, ça sera 5 minutes au minimum. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être un peu plus bref. Je voudrais revenir à Leslie, qui vous a également écouté. Est-ce qu'il y a un aspect qui vous manque? Donc, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est une question qu'il faut toujours évaluer à nouveau. Est-ce que les gouvernements sont ouverts à une surveillance, à un monitorage? Quelle est votre réaction? C'est une excellente question. Je vais citer un exemple ou 2 exemples où ça a bien marché. Au Nigeria et au Ghana. C'est très important d'avoir cette surveillance et de l'intégrer dans les actions politiques. Et c'est vrai aussi pour l'alimentation scolaire qu'il faut planifier budgétairement. C'est le ministère de l'Éducation qui l'a fait au Nigeria. Le législateur doit toujours se justifier, doit toujours justifier l'utilisation des fonds. C'est donc plus une surveillance qu'une évaluation. Une évaluation, ça c'est autre chose. Faire des analyses, des évaluations, mais il faut donc avoir les effets d'échelle de ces programmes et pour cela, il faut un système de surveillance. Peut-être vous avez des suggestions à faire. Vous pourriez citer des exemples où vous avez donc eu ces effets d'échelle. Il faut toujours voir l'efficacité d'un programme et le degré d'implication du gouvernement. Il faut garantir aussi que le gouvernement concerne cette action comme une partie de leur politique. Là aussi, c'est un élément très important.
Donc, pas seulement cette influence externe, mais il faut également motiver les gouvernements à agir de leur propre initiative. Robert, est-ce que vous voulez peut-être réagir? Merci. Je sais que vous participez à un grand nombre de ces programmes qui sont également font partie des programmes gouvernementaux dans bon nombre de pays. Oui, la pandémie, bien sûr, a eu de grandes répercussions, mais j'ai lu un article où il a été dit que bon nombre de communautés, en principe, se sont auto-organisées parce que les écoles ont été fermées. Donc, ma question à votre adresse, est-ce que vous craignez que cette année de pandémie, a déjà des répercussions sur le secteur de la santé? Quelle est votre opinion? Est-ce que l'ouverture des écoles pourrait participer ou avoir une influence sur le bien-être des enfants? Comment pouvons-nous véritablement inclure les communautés et tous les autres? Oui, nous avons un grand nombre de superbes exemples des mesures proactives visant à atteindre des écoliers vulnérables, bien que les écoles soient fermées. Maintenant, les écoles sont en train d'être réouvertes. Partout dans le monde, nous essayons de rattraper de nouveau les enfants, de les amener à l'école. D'autres exemples également, par exemple la crise de l'Ebola en Afrique occidentale, 6 à 9 mois de fermeture des écoles. Et dès qu'on a réouvert les écoles, 10 milliers d'enfants ne sont pas retournés à l'école. Donc après une pandémie, nous avons une tendance, nous avons ce gros problème que bon nombre d'enfants ne retournent pas à l'école. Donc il faut être proactif, coopérer pour que les enfants vulnérables reviennent à l'école. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il est très important également d'avoir un système de soutien exhaustif, c'est-à-dire repas, soutien psychosocial dans les écoles également. En outre, eh bien, des classes normales. Bien sûr, nous avons de grandes entraves. Donc, il y a des entraves qui font que les enfants ont des difficultés de rentrer à l'école. Les écoles sont ouvertes, mais bien sûr, il faut soutenir les familles. Il faut que les familles renvoient eux-mêmes leurs enfants à l'école. L'année dernière a été vraiment un énorme défi pour un grand nombre d'enfants, il faut le reconnaître, mais nous avons un grand nombre d'exemples positifs qui montrent que ça fonctionne. Oui, le nombre d'enfants qui ne reviennent pas à l'école est vraiment très élevé. Et souvent, les enfants continuent à travailler pour soutenir leur famille. C'est une tendance que nous devons arrêter et inverser. Mesdames et messieurs, merci. Merci. J'ai reçu plusieurs questions par le chat, la fonction chat, et nous allons parler de ces questions. Nous allons les passer à nos participants au podium. Bruno, vous avez parlé des communes qui assument la responsabilité concernant la mise en œuvre de ces programmes. Et Leslie, vous avez parlé de contrôle et de monitoring. Question à vous, combien de contrôles est-ce que le gouvernement peut exercer au niveau des communes? C'est-à-dire les communes ne doivent pas seulement regarder les enfants, mais l'ensemble de la communauté. Ça concerne les agriculteurs qui cultivent les produits alimentaires, les cuisiniers qui doivent être sensibilisés pour qu'ils sachent comment préparer les repas, etc. Les enfants, les parents des enfants également. Comment est-ce que vous faites pour inclure tout le monde? En effet, c'est une responsabilité partagée. Le gouvernement fédéral qui donne les moyens financiers et qui organise le cadre, qui crée les lois, les règles, en ce qui concerne par exemple également le tableau nutritionnel, et qui contrôle bien sûr également, qui monitore au niveau local.
le gouvernement passe par les gérants, par les managers. Et à la fin de l'année, les gouverneurs et les maires doivent rendre justice, doivent dire ce qu'ils ont acheté, etc., pour que le système fonctionne, pour qu'on puisse contrôler ceci au niveau gouvernemental. Pour ce faire, nous avons une organisation de contrôle, mais nous avons également prévu autre chose dans notre loi. Nous avons prévu que les parents, les profs, les directeurs d'école participent à ces mesures d'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils participent à l'achat, à la préparation des repas, etc. Donc, pour que chacun sache que fait l'autre, et c'est un rapport qui vient d'être, qui est élaboré en ce moment et qui sera passé au gouvernement également. Tout ceci, nous aidera à identifier les points faibles et à les combattre. Donc, nous avons un grand nombre d'acteurs au niveau communal, les directeurs d'école, par exemple, des spécialistes en nutrition, nutritionnistes qui sont des experts qui nous aident à élaborer les plans, par exemple, et ceci en faisant participer les producteurs locaux. Nous avons des acteurs locaux, par exemple, dans les communautés sur place, les parents, les enfants, les diététistes, les producteurs. Donc, c'est tout un échange, tout un réseau qui doit être créé. Nous devons donc créer ce réseau d'acteurs concrets sur place. Par exemple, le spécialiste en nutriments, il ne pourra mettre quelque chose sur son plan que lorsqu'il aura parlé à ses agriculteurs, lorsqu'il saura ce qui est produit dans sa région. Et ensuite, on mettra dans le plan quels sont les produits, les aliments produits sur place. Et dans ce résumé, dans cette liste, on mettra donc l'ensemble de ces informations, donc l'ensemble des informations provenant de ce réseau d'informations. Coming a little bit later, and this question also pertains to Daniel. Oui, je m'excuse. Une question à Daniel encore. Bruno, une question très spécifique qui s'adresse à vous. Nous avons également les cuisines dans les écoles, les cantines, là où on prépare concrètement les repas. Certaines cuisines ne sont peut-être pas très bien équipées. Est-ce qu'on leur donne des moyens financiers également aux cantines? Da alimentação escolar só é permitido comprar gênero de alimentação escolar. Agora, há outro programa. Oui, en effet, grâce à ces ressources, on peut bien sûr d'abord acheter des produits alimentaires, mais nous avons une deuxième partie du programme qui prévoit également la construction de cantines, de cuisines, d'équipements, par exemple, de cuisine. Tous ces repas seront préparés sur place dans les écoles de la part des cuisiniers sur place, conformément aux méthodes traditionnelles, c'est-à-dire les équipements des cuisines, des cantines, les structures doivent être développés, mais pour ce faire, nous avons un autre pot financier. Ça provient donc de d'autres moyens financiers. Oui, merci. Daniel, je m'adresse à vous maintenant très brièvement, s'il vous plaît. Soyez bref, s'il vous plaît. Vous avez dit que le service catholique est actif dans 9 pays et a donc des programmes de restauration scolaire. Question, comment est-ce qu'on finance ces programmes? Et une autre question encore, comment faites-vous pour intégrer les professeurs, hommes et femmes? Car les femmes et hommes professeurs n'ont donc une tâche supplémentaire. Ils ne vont pas seulement donner des classes de français, d'anglais ou de maths, et ils devront encore avoir d'autres tâches. Premièrement, financement. Nous sommes soutenus par un partenariat avec le ministère de l'Agriculture américain.
Et dans plusieurs cas, il existe aussi des partenariats avec d'autres institutions, d'autres formes de coopération. Maintenant, concernant les cantines aux écoles, nous avons plusieurs approches. Au Ghana, par exemple, le programme a été prévu comme suit. Nous avons un office national qui est responsable pour les repas et qui sont donc également responsables pour les cantines ou les cuisines. Et donc cet office dit, voilà, l'équipement dont a besoin une cuisine ou une cantine. Et ensuite, on leur met des fonds monétaires à disposition. Dans certains cas, tels qu'au Sierra Leone, par exemple, ce sont des communautés qui sont actives, sont donc à eux de mettre à disposition les cantines. C'est là donc que l'environnement est actif. Pour la tâche des professeurs, en effet, ils ont beaucoup à faire et ils ont plusieurs chapeaux sur leur tête. Dans un cas de figure, par exemple, dans un exemple, les professeurs sont responsables pour acheter les produits alimentaires. Il existe également des initiatives, des mesures où les profs sont responsables des classes nutritionnelles, c'est-à-dire éduquent les enfants. Et des fois, ils sont même responsables du monitoring. Donc, ils doivent vraiment assumer un grand nombre de responsabilités. Ils doivent d'abord comprendre pourquoi ils doivent le faire. Et des fois, il faut leur donner des incitatifs. Par exemple, nous avons des exemples où on peut amener des produits alimentaires à la maison et les profs également ont la possibilité de ramener des produits chez eux, car souvent les communautés ont de grands problèmes, manque d'argent ou un financement tardif. Et bien sûr, les profs sont payés par le gouvernement et des fois ne reçoivent pas leur argent. Voilà, nous allons passer de nouveau au point de vue scientifique. Daniel. Daniel a parlé, nous a donné plusieurs exemples. Il existe également des systèmes horticologes dans les différentes écoles, c'est-à-dire les écoles produisent eux-mêmes leurs produits. Quel est le rôle des enfants eux-mêmes? Est-ce que ces jardins, ces productions sont un moyen pour faire apprendre aux élèves comment on produit? Comment est-ce qu'on vous maintenez ce système? Nous avons des exemples de pays où ces jardins dans les écoles sont créés pour montrer aux communautés de quoi consistent les repas, quels sont les produits alimentaires qui font partie de leur menu quotidien. Comment est-ce qu'on peut intégrer les écoliers? Oui, ces jardins, ces productions dans les écoles font partie des mesures éducatives. Les enfants ont la possibilité de voir comment on produit les denrées alimentaires. Ils comprendront également la valeur nutritionnelle des différents produits. Et tout à l'heure, je vous ai montré, je vous ai dit que la composition nutritionnelle est très importante. Les enfants doivent comprendre d'où proviennent les protéines, par exemple. Et de faire travailler les enfants dans ces jardins, c'est une chose, mais il faut également leur apprendre comment on cultive ces produits. Donc, les enfants, il faut les intégrer, bien sûr, mais il ne faut pas leur assumer la responsabilité d'un système fonctionnant de repas scolaires, bien sûr. Pendant que les collègues parlaient, j'ai regardé dans mes documents. Au Nigeria, nous avons 100 000 cuisiniers. 97% de ces cuisiniers, ce sont des femmes. Il existe 6 000 écoles dans 36 États fédéraux au Nigeria et tout ceci est financé sur place. C'est-à-dire c'est le gouvernement ou le pays qui finance lui-même.
Au Nigeria, des millions d'enfants peuvent être alimentés de cette façon, tout en intégrant les cuisiniers. Et c'est un modèle qui pourrait faire exemple. Nous avons également ces productions horticoles dans les différentes écoles où on cultive différents produits, mais c'est plutôt un aspect d'éducation, un aspect éducatif. Our thinking on school gardens and it being a learning. Malheureusement, les interprètes n'entendent rien pour le moment. Thank you very much Voilà, ça fonctionne de nouveau. Il faut donc prévoir, donner aux enfants un environnement d'apprentissage. Merci de vos différentes participations et commentaires. Voilà, nous parlons maintenant des écoles qui sont le point focal, mais il existe également des répercussions sur l'ensemble de l'environnement. Par exemple, lorsque les gens sur place mettent à disposition des produits, mais ça fonctionne également de l'autre côté, vice-versa. Les enfants peut-être ont des propres idées, ils ont appris quelque chose chez eux, ils ont appris quelque chose de la part de leurs parents, de leur famille, etc. Donc, comment est-ce que les enfants peuvent participer à une amélioration de la situation pour l'ensemble de leur environnement? Rob, est-ce que vous avez eu cet exemple? Est-ce que vous avez vécu ceci? Oui, absolument. Je pense ce que les enfants apprennent à l'école, ça a des répercussions sur leur famille, sur leur ambiance familiale. Les enfants informent leur famille. C'est une sorte de partenariat entre les écoles, les enfants, les parents, les professeurs, etc. Et ceci est très prometteur pour l'avenir. Au Zimbabwe, par exemple, nous avons des parlementaires jeunes, c'est comme cela qu'ils s'appellent, les parlementaires jeunes, qui sont actifs au niveau communal, qui soutiennent leur environnement, qui soutiennent leur famille également, qui organisent des discussions sur l'alimentation saine, sur les aspects nutritionnels, sur l'amélioration de la façon de se nourrir. Et d'un point de vue éducatif, la participation des jeunes et des enfants est très importante. Nous leur donnons une plateforme pour qu'ils participent à cette discussion. C'est très bon pour l'amélioration générale de leur situation de vie. Donc, nous avons un bon nombre d'exemples très positifs. Merci, Rob. Bruno. Bruno. Je travaille comme modératrice, comme animatrice très souvent et je sais qu'il existe un grand nombre de pays qui ont le problème de l'obésité. Le Brésil est un pays très multiple. Je pense que c'est un problème qui existe également dans votre pays. Il existe un YouTuber, un acteur sur YouTube, Kazar. Ce sont donc en fait deux sœurs, deux filles, qui ont dit qu'ils avaient fait un sondage dans les écoles et les résultats, et tous les enfants ont dit non, je n'aime pas du tout ce qu'on sert à l'école, mais à l'extérieur des écoles, nous avons les stands où on peut acheter des sucreries, on peut acheter des boissons sucrées, donc des possibilités où on peut avoir des produits alimentaires qui ne sont pas vraiment de bonne santé. Donc, comment est-ce qu'on vous traitez ce défi au Brésil? No Brasil hoje é importantíssimo. O que acontece aqui é muito parecido. Oui. C'est une très bonne question et une question importante pour le Brésil. Effectivement, la situation chez nous est semblable et cela nous crée beaucoup de travail. Déjà, le constat pour savoir combien d'acteurs participent à l'alimentation scolaire. Et il y a des différences. Cela dépend aussi de l'éducation en faveur d'une alimentation juste et saine. Les enseignants, les professeurs
ont la tâche de détricoter les anciennes traditions, donc les bonbons, tout ce qui est sucré, qui est énormément transformé, des produits qui ne sont plus naturels, c'est un ennemi pour nous. Mais il faut toujours mettre les choses en relation, et ceci de par l'éducation en faveur d'une alimentation saine. Je vais parler des indigènes. Les indigènes vont dans les écoles et on les a invités d'apporter les anciennes recettes et leurs traditions alimentaires, d'apporter cela à l'école. Donc, l'école est capable de modifier les traditions et la même chose est inversement possible au sein des familles. Thank you so much. I'm quite sure that everybody else who's been listening to the English version also had to wait until we heard. Merci. Thank you, Bruno. Je devais attendre la fin de la traduction. Merci, Bruno. Il nous reste seulement 10 minutes pour notre discussion et je voudrais donc vous donner l'occasion de laisser un dernier message. Daniel, est-ce que vous voulez vous lancer? Une question a été posée. Il a été dit qu'il faut changer de narratif. Il nous faut une éducation nutritionnelle pratique sur place liée au programme d'alimentation scolaire. Alors comment changer ce narratif? Je vous prie d'être bref. En principe, il faut toujours regarder ce qu'on n'a pas, ce qui fait défaut. Et il faut tenir compte de la population indigène et de leur comportement alimentaire. Bruno en a parlé. Il faut regarder ce qui est disponible localement. Il faut combiner différents ingrédients pour avoir une bonne nourriture riche en nutriments. Cela ne veut pas dire créer des repas étranges, mais il faut voir ce qui est disponible sur place. La nourriture locale et indigène a une plus haute valeur nutritionnelle qu'on ne l'imagine. Et alors, comment combiner avec les bonnes quantités et avec la bonne composition pour garantir que ce soit des repas nutritionnels? Merci beaucoup. Vous avez donc l'occasion de résumer les trois éléments les plus importants pour votre message sur lesquels on va revenir dans 5 ans lorsqu'on discutera de nouveau de cette question. Rob, quels sont les 3 éléments les plus essentiels lorsqu'on veut rapidement améliorer la situation? Il faut agir sur une plus grande échelle, il faut avoir une approche holistique, il faut des programmes holistiques pour l'alimentation scolaire. Il ne faut pas oublier les groupes marginalisés, la santé physique et psychique et tout cela, il faut l'avoir à l'esprit. Il faut essayer d'atteindre les enfants et les groupes vulnérables. Il faut les enseigner à participer. Il faut créer des plateformes pour profiter de leur énergie et de leurs idées. Nous avons besoin de partenariats avec UNICEF, avec le PAM, avec d'autres organisations chargées de l'alimentation, avec les communautés locales, avec les gouvernements des différents pays à différents niveaux de revenus. Ainsi, pourrons-nous soutenir les enfants vulnérables qui ont besoin de notre soutien. Leslie, quels sont vos 3 messages? Je crois que l'élément le plus important, c'est que les écoles sont des plateformes essentielles de développement. Comment gérer les écoles
comment organiser l'éducation nutritionnelle en se focalisant sur les écoles, comment atteindre les enfants, comment faire en sorte que les enfants reviennent à l'école. Et je crois aussi qu'il faut aussi agir avec les pays concernés et intégrer les différents acteurs. UNICEF, par exemple, il faut vraiment forger une coalition qui permet de lancer cette reprise. J'ai fait des notes de ce qui viennent d'être dit par Rob et je crois qu'il a vraiment résumé l'essentiel. Quelle est la situation des enseignants? Où est-ce qu'on trouve les repas scolaires? Comment faire en sorte que les enfants reviennent à l'école? Nous avons besoin de la communauté locale, de leur action. Et où est-ce qu'on trouve la chaîne d'approvisionnement? D'où viennent les financements nécessaires? Ce qu'on doit faire de lundi jusqu'à vendredi, nous le savons exactement ce qu'il faut faire pour, par exemple, renforcer les chaînes d'approvisionnement. Bien sûr, parfois les avis divergent. Il n'y a pas toujours consensus, mais ça, c'est mon avis personnel. Il faut renforcer les chaînes d'approvisionnement. Comment renforcer l'alimentation scolaire dans les pays où il est essentiel de faire revenir les écoliers à l'école? Donc, l'environnement est important. Merci. C'était une longue réponse pour ces 3 éléments. Et je m'adresse à Bruno. Vous avez le défi d'être un peu plus rapide. Oui, effectivement. 3 questions sont essentielles. Tout d'abord, c'est un choix politique. Comment mettre à disposition les financements nécessaires? Deuxièmement, une question d'articulation entre les différents échelons, ministère de l'Agriculture, de la Santé, ministère de l'Éducation. C'est bien réglé par la loi au Brésil. Et l'élément le plus important au Brésil, c'est la sensibilisation de tous ces acteurs. Et cela concerne également le personnel sur place, les nutritionnistes, les acheteurs, etc. Tout le monde doit savoir quelle est l'importance de l'alimentation scolaire. Donc, la sensibilisation de tous les acteurs, ça, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Donc, la prise de conscience, Daniel, quels sont vos 3 éléments? Il faut d'abord analyser la structure des programmes. Il faut améliorer la structure de ces programmes. Il faut que les programmes soient plus exhaustifs. Et il faut également identifier les groupes cibles. Il faut être réaliste. Nous avons les ressources qu'il nous faut pour nous attaquer aux problèmes. Alors, comment atteindre les groupes les plus vulnérables? Comment créer le lien par rapport aux services qui sont proposés? Quelles sont les solutions les plus appropriées et les plus faciles à réaliser? Et les partenariats sont importants. Avant de terminer, je tiens à dire que la jeune génération, il ne faut pas l'oublier. Il faut tout faire, tout ce qui est nécessaire pour garantir que dans 10 ans, nous allons discuter à nouveau de cette question. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été bref. Merci à tous les participants du monde entier. Merci à Rob, merci à Bruno. Merci pour vos contributions. Merci également à Leslie et Daniel. Nous avons terminé presque ponctuellement. Et ainsi, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous remercie. Je remercie à nouveau les panélistes. Merci de vos questions que vous avez posées via le chat.
Maintenant, vous avez quelques journées devant vous, une journée et demie, pour être plus précis, pour vous réunir en groupe de travail. 4 groupes de travail différents pour des experts de différents horizons. Premièrement, il s'agit donc des représentants de la politique, de la science, de toutes les disciplines. Ce sera donc une occasion d'échanger les idées. Et vendredi, à 2 heures de l'après-midi, heure de Berlin, nous allons partager les résultats de ces groupes de travail. Si vous écoutez seulement le streaming, nous sommes arrivés à la fin de ce volet et nous allons nous retrouver vendredi pour une nouvelle manifestation. Tout d'abord, seront présentés les résultats des groupes de travail et David Beasley, le directeur exécutif du PAM, va nous présenter son initiative. Le PAM a reçu le prix Nobel l'année dernière, ceci a déjà été dit, et il va donc apporter une contribution essentielle, car cette initiative du PAM est importante pour nourrir le monde entier. Un autre sujet qu'on abordera vendredi, c'est donc la coalition pour l'alimentation scolaire. Nous en avons déjà parlé. J'espère que vous avez profité de ces 90 minutes de discussion et je trouve que nous avons eu un très bon départ pour cette conférence. Bonne continuation pour tous ceux qui participent au groupe de travail. Et au reste, je dis au revoir. Nous allons nous revoir vendredi ici à Berlin.